Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le lundi 24 juin. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin au Palais de la République le nouveau ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Également, le chef de l'État a reçu une délégation de la Société de pétrole et de l'énergie dénommée Ajal. Et dans l'actualité internationale, à Génie, un Palestinien blessé qui est attaché sur un véhicule blindé de l'armée israélienne. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu en fin de matinée au Palais de la République le nouveau ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, M. Taye Selassie. Le déplacement du nouveau chef de la diplomatie éthiopienne à Djibouti a trait à une visite officielle placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples aux dispositions intégrées ayant, depuis plus de 2 décennies, fait le choix judicieux d'évoluer sous le coup d'une communauté de destin économique. Les échanges économiques et commerciaux, la logistique et le transit, l'interconnexion électrique et en eau constituent notamment les secteurs phares d'activité autour desquels les deux nations entretiennent une complémentarité synergique et une intégration régionale à l'échelle continentale. En dehors du volet bilatéral, Djibouti et l'Éthiopie accroissent l'œuvre de leur proximité à travers leur convergence de vues sur les voies et moyens d'appréhender les principaux sujets à l'ordre du jour dans la région. L'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, M. Belanou Zegeye, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès d'Addis Abeba et de l'Union africaine étaient présents à cet entretien. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a également pris part à l'entretien. Peu après son audience avec le président Guelleh, le ministre des Affaires étrangères éthiopien, M. Taye, a indiqué dans un point de presse que notre pays et l'Éthiopie entretiennent des relations stratégiques. Il a dit en substance qu'il s'agit de sa première visite officielle depuis qu'il a pris ses fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères et que c'est un honneur pour lui de venir ici à Djibouti et de s'entretenir avec le président Guelleh. Au cours de l'entretien, a-t-il indiqué, nous avons abordé des sujets très longs, notamment les relations de longue date qui unissent Djibouti à l'Éthiopie. Fin de citation. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, s'est exprimé également en ces termes. Son Excellence, M. Taye Selassie, est venu en visite officielle à Djibouti. Nous avons eu une réunion de travail ce matin au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il a rencontré le président de la République. Ces visites s'inscrivent toujours dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays, qui, comme il l'a précisé, sont des relations exemplaires. Nous avons de nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons sur une base régulière. Et ce genre de visite nous permet d'avancer dans les solutions que nous essayons d'y apporter. Vous savez, nous avons l'interconnexion électrique, l'interconnexion en eau. Nous avons le commerce et le transit qui passent par Djibouti, le commerce éthiopien. Nous travaillons également sur le comment permettre donc de lever certaines, je dirais, tracasseries bureaucratiques, faire en sorte que ces relations bilatérales, économiques, commerciales puissent réellement contribuer à l'essor des deux économies et une meilleure intégration. Nous avons des questions sécuritaires sur lesquelles on a beaucoup discuté, que ce soit la lutte contre les Shabab en Somalie. Nous essayons également de prendre en considération le contexte régional, la guerre au Soudan, qui est une situation extrêmement désastreuse, qui impacte les pays de la région. Nous avons la situation dans le Bab el-Mandeb, la mer Rouge, le trafic qui est perturbé par les attaques des Houthis. Donc vous avez des grands dossiers et l'Éthiopie est un pays central, un pays important dans la région. Djibouti a son rôle extrêmement également stratégique. Et donc les relations entre l'Éthiopie et Djibouti, afin de gérer et de traiter toutes ces questions, ces relations sont centrales. Et c'est pour ça que la visite du ministre
des Affaires étrangères sa première visite à l'étranger, dans la région, est à Djibouti. J'ai moi-même été, n'est-ce pas, à Addis Abeba il y a quelques jours, également pour discuter de toutes ces questions avec le Premier ministre, son Excellence M. Habib Ahmed Ali. Et donc, vraiment, nous sommes satisfaits du niveau de ces relations et nous souhaitons les rehausser encore davantage pour le bien-être des deux pays et des deux populations. L'activité à la présidence était intense. Dans la foulée, le président Guelleh a reçu au Palais de la République une délégation saoudienne de haut niveau de la Société du pétrole et de l'énergie Agial, conduite par le président du conseil d'administration, Cheikh Mouslah Moubarek Al-Dossari. La Société saoudienne du pétrole va réaliser un projet de construction d'une usine de raffinerie dans la zone industrielle de Demerjoug. Cette visite marque une étape significative dans les relations économiques entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite avec l'annonce d'un projet majeur, la construction d'une usine de raffinerie dans la zone industrielle de Damerjoug. Ce projet, qui est porté par cette société dénommée Agial, représente un investissement colossal de 12,7 milliards de dollars. À terme, l'usine aura une capacité de raffinage de 300 000 barils par jour. En faisant cette installation, c'est l'une des plus grandes du genre dans la région. L'usine de raffinerie est prévue de créer environ 10 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects, offrant ainsi des opportunités à tous les jeunes djiboutiens en stimulant également l'économie et le développement durable dans notre pays. Permettre également de transformer le pétrole brut en différents produits finis tels que les essences et d'autres produits chimiques. Peu après cette audience, le président du conseil d'administration de la société Agial, M. Al-Dossari, s'est exprimé devant la presse. Il a indiqué que nous avons beaucoup d'estime pour la République de Djibouti, qui représente, selon lui, des opportunités d'investissement exceptionnelles. Nous allons, a-t-il précisé, investir dans le plus grand projet d'Afrique, qui est donc la seule raffinerie de pétrole d'une capacité de production de 300 000 barils par jour. De l'essence, du pétrole brut, transformé en produits chimiques comme l'essence, le diesel et des produits dérivés. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé également. Voici ses propos. Ceci représente un gros investissement, un grand projet d'une raffinerie d'une capacité de production de 300 000 barils par jour, et qui va desservir tous les pays de la région et à travers le monde vers l'Asie aussi. On va exporter à partir de Demerjoug des produits raffinés. On parle de 10 000 emplois directs. Et lorsqu'on parle d'emplois directs, il faut multiplier par 5 pour les emplois indirects. Le projet va déjà débuter dans les semaines qui viennent, le projet de construction, mais ça va s'étaler sur plusieurs années. Avant leur venue au chef de l'État, cette délégation a procédé à une cérémonie de pose de la première pierre du projet de l'usine de raffinerie, et c'était sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Dans une nouvelle initiative reflétant la volonté ferme du gouvernement djiboutien de renforcer le secteur manufacturier, M. Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre, a parrainé cette cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de construction de l'usine de raffinerie d'une capacité de 300 000 barils par jour dans la zone industrielle du Damerjoug. Un projet dont le coût se lève à 12,7 milliards de dollars et financé par une société saoudienne du nom de Agial Raffinery and Energy Company, illustrant également les relations exceptionnelles et privilégiées, ainsi que la coopération bilatérale dans le domaine économique entre la République du Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Une fois terminé, ce projet, je vous le rappelle, devrait créer environ 10 000 emplois et 50 000
emploi indirect. Cette cérémonie de la pose de cette première pierre a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, le président du conseil d'administration de la société Ajal, le président de l'autorité des ports et des zones franches, ainsi que plusieurs ambassadeurs, le préfet de la région d'Arta, le sous-préfet de Dameljog. Et dans un mot prononcé à l'occasion, le président du conseil d'administration, le cheikh Al-Moslah Al-Dossari, a souligné l'importance de ce projet qui reflète selon lui la profondeur des relations d'amitié entre les deux nations. Peu après, le président de l'autorité des ports et des zones franches s'est exprimé également lors de cette cérémonie de pose de la première pierre. Voici ses propos. Je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui pour marquer un moment crucial, celui de la cérémonie de la pose de la première pierre du projet des raffineries de pétrole dans la zone franche de Dameljog et spécialisée dans l'industrie lourde. Cette initiative revêt une importance capitale, symbolisant un pas décisif vers la réalisation de la vision de son Excellence le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, visant à faire de Djibouti un hub logistique et d'infrastructures de premier plan pour le commerce international et l'industrie. La signature de cet accord avec nos partenaires saoudiens Ajwal Petroleum Energy Company est une continuité de l'accord précédent d'un contrat de bail commercial de 120 hectares signé par la Chambre de commerce de l'Arabie saoudite au sein de la free zone du PK23. À la signature de cet accord, la région de Dameljog bénéficiera des retombées significatives parmi lesquelles la création d'emplois et le transfert de savoir-faire. Ces retombées permettront de dynamiser l'économie locale en favorisant le développement des compétences et en générant des activités, opportunités professionnelles pour les habitants. La zone franche de Dameljog pour l'industrie lourde est appelée à jouer dans les années à venir un rôle central de notre croissance économique, la croissance économique de Djibouti, notre expansion industrielle à l'échelle régionale, continentale à travers la SELECA. Ce projet ambitieux permet des bénéfices économiques considérables pour nos deux nations, l'Arabie saoudite et le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Djibouti, en renforçant les liens étroits qui unissent nos deux pays. Je vous exprime mes sincères reconnaissances pour votre présence et votre soutien aujourd'hui. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a considéré que cette cérémonie de pose de la première pierre de cette raffinerie de pétrole à Dameljog est comme un événement d'une grande importance pour notre pays. Voici les propos du Premier ministre. Ce programme multidimensionnel et cohérent prévoit la transformation de la localité de Dameljog en un pôle de développement industriel et énergétique qui signera la transformation de notre pays en un hub nouveau de transformation énergétique dans cette partie du monde à la croisée de l'Afrique orientale et de la péninsule arabique, du Golfe, conformément aux objectifs fixés par le chef de l'État. Il s'agit d'un pôle qui ambitionne d'abriter des industries lourdes, notamment la sidérurgie, la métallurgie, les firmes spécialisées dans la transformation des hydrocarbures, les usines de matériel de construction. Ce pôle intègre également d'espaces prévus pour l'accueil d'un chantier de réparation des navires et d'une centrale fournissant de l'électricité à partir d'énergie solaire.
Ce programme d'envergure exprime littéralement notre volonté d'offrir aux investisseurs et usagers issus du monde entier qui nous font l'honneur d'investir à Djibouti le meilleur accueil et assistance. Mené également sous le signe du respect de la protection de l'environnement, il offrira de nombreuses opportunités, notamment d'emploi et de transfert de compétences au profit de nos jeunes. Mesdames et messieurs, la signature d'un contrat de land leasing entre le groupe saoudien Aegel Petroleum and Energy et l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti consiste à la construction d'une usine de raffinerie sur 300 hectares de terrain par la compagnie saoudienne et la démonstration de l'estime réciproque et de la confiance, de la fraternité qui font le fondement des relations de coopération entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Djibouti. Le choix de cet investissement par notre frère, le Cheikh Mosleh Moubarak Al-Dossari, basé sur le respect des liens profonds entre nos deux pays, nous envoie un signal fort que nous accueillons à sa juste valeur. Et après ces séries de discours, l'événement a été couronné par la pose de la première pierre du projet de l'usine de raffinerie dans la zone industrielle d'Ameljoug. Ont participé donc cette occasion, outre le Premier ministre, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, le président de l'autorité du port et le président du conseil d'administration de la société Aegel Petroleum and Energy. En bref et en image avec cette mission du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, qui a transmis donc un message du chef de l'État à son homologue congolais, donc du RDC, M. Tshisekedi. Cette entrevue avait pour objectif de solliciter le soutien du président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à la candidature du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, pour sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le président de la représentante nationale a souligné l'importance stratégique de cette candidature pour Djibouti et pour l'ensemble du continent africain. Retour à Djibouti avec cet atelier de restitution de contribution des Nations Unies qui a eu lieu donc en partenariat avec le gouvernement de Djibouti. Une présentation organisée sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, qui s'est tenu à l'hôtel international de Skal, en présence du ministre de la Santé, Ahmed Roubla Abdilé, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, et plusieurs autres responsables, dont la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, et de M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes. En 2022, Djibouti, à l'instar du reste de la Corne de l'Afrique, faisait face à une troisième saison de pluie insuffisante et une crise sans précédent, avec une saison durant laquelle la température a atteint des niveaux records, tandis qu'une importante inflation due à l'augmentation globale des prix des produits alimentaires ont eu un impact considérable sur le pays. Les analyses de l'ONU effectuées en mai 2022 indique qu'environ 11% de la population du pays, soit 132 000 personnes, étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, nécessitant une aide d'urgence. C'est ce qu'a précisé M. José Barahona, coordinateur résident du système des Nations Unies. Le ministère de la Santé et en coordination, on a coordonné ensemble avec le ministère de l'Intérieur et mon bureau de la coordination. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales a quant à elle plaidé pour une forte coordination entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies. Elle a mis l'accent sur l'aspect récurrent de la sécheresse. Voici ses propos. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'atelier de restitution de la réponse apportée à la sécheresse depuis 2022 jusqu'à 2024.
Donc cette présentation nous a vraiment montré qu'il y a eu une forte coordination entre le gouvernement et les agences des systèmes des Nations Unies. Pour notre ministère, pour notre département, les affaires sociales, nous travaillons de concert avec l'ensemble des systèmes des Nations Unies, mais plus avec le PAM. Nos interventions, c'est plus tout ce qui est assistance sociale aux personnes les plus défavorisées. Donc quand on parle de choc, quand on parle de sécheresse, l'impact est beaucoup plus important sur les personnes en situation déjà d'extrême pauvreté, et ces personnes se retrouvent dans les zones reculées, dans les zones rurales. Donc nous avons plusieurs programmes pour vraiment apporter une assistance rapide. Soit on ramène des distributions des vivres, donc en nature, soit on réalise des transferts monétaires. Donc les transferts monétaires aussi se réalisent de deux manières, soit avec la carte Scoop, donc le système que le PAM a mis en place. Et la carte Scoop, c'est seulement les zones où il y a des kiosques ou des commerçants. Mais les zones où il n'y a pas de marché, où il n'y a pas de kiosque, où les gens peuvent acheter de la nourriture, nous privilégions la distribution en nature. Pour les zones urbaines aussi, ce que nous réalisons, c'est des transferts monétaires à travers les institutions de microfinance. Le changement climatique est une réalité maintenant, et les sécheresses elles deviennent de plus en plus fréquentes et durent plus longtemps qu'autrefois. Et donc, suite à l'appel du gouvernement de Djibouti donc en 2022, la FAO a donc surtout appuyé les moyens de subsistance des agro-éleveurs à travers des interventions en santé animale, comme la vaccination et le traitement du bétail. Cela sert à la fois à sauver le cheptel, donc le cheptel se reproduit, donc c'est une des moyens d'investissement pour un gouvernement qui est très reproductif. Donc si vous gardez un cheptel vivante, c'est vraiment la base de la résilience de la population rurale. Le ministre de la Santé et le ministre de l'Agriculture se sont également exprimés successivement. Voici leurs propos. Donc suite à l'appel fait par le chef de l'État au niveau de la sécheresse, l'engagement et la réponse est d'abord venue dans un premier temps du gouvernement. Les ministères sectoriels dont fait partie le ministère de la Santé, qui travaille déjà sur le terrain, puisque ce n'est pas la première fois que Djibouti subit la sécheresse, mais ce phénomène s'est accentué et va de plus en plus s'accentuer parce qu'il y a le changement climatique. Ce changement climatique va surtout impacter cet environnement aride sur lequel nous vivons tous, et surtout dans les zones rurales. Il faut savoir que le ministère de la Santé est en première loge sur la lutte contre la malnutrition et l'insécurité nutritionnelle. Nous avons un programme national de lutte contre la malnutrition qui a été établi en 2005. Nous avons une stratégie nationale de lutte contre la malnutrition et un plan d'action quinquennal que tous les 5 ans on essaye de renouveler. La sécheresse est une donnée permanente dans un écosystème aride comme Djibouti, où la pluviométrie est en moyenne de 150 mm par an. Cette sécheresse, avec la population de l'intérieur en majorité nomade, cette sécheresse est cruciale. Ces nomades sont ballottés par les aléas climatiques. Moi, je ne vais parler pas de crise. Cette crise est une crise permanente, mais comment sortir de la crise? Il va falloir passer de nomade à agropastoral, c'est-à-dire à sédentaire. Le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de l'Agriculture, s'apprête à sédentariser les nomades, sinon ils vont remplir leur rang de chômeurs par l'exode rural.
Quant au ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé en dernier, il s'est déclaré réjoui quant à l'organisation de cet atelier consacré à la restitution de la réponse concrète à la sécheresse. C'est El Hassan. La sécheresse, effectivement, son impact dure dans le temps. Et face donc, aux différents phénomènes de répétition, nous avons besoin donc, comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, un soutien non seulement donc soutenu, mais continu également dans le temps. Et face à ce constat, il devient donc impérieux de renforcer nos politiques d'adaptation et d'atténuation à travers donc des investissements massifs et surtout des mesures nouvelles et fortes qui s'appuient sur des approches systémiques. Notre gouvernement, résolument engagé à adopter des stratégies novatrices, a signé un protocole d'accord récemment avec la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, qui est une institution spécialisée de l'Union africaine et qui soutient les États membres à mieux répondre aux catastrophes climatiques de manière efficace et durable. Autre atelier, cette fois-ci sur la sensibilisation du marché unique du transport aérien africain. C'était à l'hôtel Sheraton de Djibouti qui s'est ouvert ce matin. L'événement qui se déroulera sur 2 jours a été inauguré par Hassan Humad Ibrahim, ministre des Équipements et des Infrastructures, et son collègue Mohamed Warsama Dirgui, ministre du Commerce et du Tourisme. La cérémonie d'ouverture a également réuni le directeur général de l'aviation civile, Ali Daoud Abdo, le directeur général de l'aéroport, ainsi que des représentants du COMESA et de l'IGAD. L'atelier qui vise à sensibiliser les participants aux avantages économiques et opérationnels du MUTA, il s'agit du marché unique du transport aérien africain, a clarifié le cadre réglementaire et institutionnel associé à la décision de Yamoussoukro et à sa mise en œuvre. Le ministre du Commerce, Mohamed Warsama Dirgui, a indiqué que le secteur du transport aérien revêt une importance capitale. Voici les propos du ministre. Les COMESA représentent l'une des communautés économiques régionales les plus dynamiques dans le paysage économique de notre continent. En effet, en tant que pays membre fondateur du COMESA, Djibouti place une importance capitale à la vision et aux avantages et aux acquis considérables de cette intégration régionale. Elle prône et favorise non seulement la libre circulation des biens et des services, mais aussi la création d'opportunités commerciales élargies pour nos entreprises et entrepreneurs. L'un des piliers essentiels de cette intégration réside dans le développement des échanges commerciaux intra-africains qui ne sauraient se réaliser sans un marché unique du transport aérien africain. En effet, le volume d'échanges entre pays africains est très faible, 15%, et l'un des défis est la connectivité aérienne. Initiative majeure de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce projet de créer un marché unique et unifié du transport aérien en Afrique où nos compagnies aériennes peuvent opérer librement à travers les frontières sera un catalyseur de l'intégration socio-économique et politique tout en stimulant les commerces et les investissements et surtout le tourisme. Je me réjouis des premiers vols opérés par la compagnie Air Rwanda, Rwanda Air, qui va sans doute impulser les échanges avec cette région des Grands Lacs, et nous attendons également au courant du mois de juillet l'arrivée des premiers vols Egypt Air à Djibouti. Djibouti, en tant que carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, joue un rôle crucial dans la connectivité régionale. Nous sommes déterminés à promouvoir un environnement propice aux investissements et à faciliter le commerce transfrontalier. Et pour sa part, le ministre des Infrastructures, M. Hassan Humad Ibrahim, a rappelé que la MUTA, donc le marché unique du transport aérien africain, représente une étape essentielle vers une intégration plus profonde et une croissance durable de nos infrastructures aéroportuaires. Il y a 36 ans, la déclaration de Yamoussoukro
fut émise avec pour objectif principal de libéraliser le transport aérien en Afrique comparativement à d'autres régions du monde. La réalisation d'une libéralisation totale s'est avérée complexe et requiert une synergie, un dévouement et un engagement de toutes les parties prenantes, tant au niveau national que régional à travers notre continent. Par exemple, aux États-Unis, cela a pris 32 ans pour parvenir à une libéralisation complète du secteur du transport aérien. Tandis qu'en Europe, une approche progressive a permis d'atteindre cet objectif en seulement 10 ans, de 1987 à 1997. Les leçons à tirer de ces expériences variées sur la libéralisation du transport aérien en Afrique incluent la nécessité de surmonter une multitude de défis, tandis que les bénéfices à tirer de cette libéralisation peuvent être multiples, tant pour le citoyen que pour la croissance économique, le développement à travers le commerce, le tourisme, l'industrialisation, etc. Distingués invités, je suis conscient que cet atelier vise à sensibiliser la République de Djibouti aux bénéfices mondiaux de l'adhésion au marché unique du transport aérien africain. J'espère que les représentants des entités ici présentes acquerront une compréhension claire du marché unique, du cadre réglementaire établi par la décision d'Yamoussoukro et des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre effective, tout en ayant à l'esprit de protéger les intérêts de notre État. L'actualité de ce 22h, c'est aussi le premier contingent des pèlerins djiboutiens de retour sur le sol national. Après avoir accompli le 5e pilier de l'islam, les hadjis et les hadjias sont de retour à Djibouti. À leur arrivée à l'aéroport international de Djibouti à bord de la compagnie Dalo Airlines, ils ont été accueillis chaleureusement par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumen Hassan Barré, entouré de ses proches collaborateurs. Le premier groupe comptait 130 pèlerins djiboutiens de retour. Ils ont exprimé donc leur gratitude à l'égard du ministère en charge du Hajj pour les efforts déployés pour le bien de l'accomplissement du Hajj, ce devoir religieux, dans les meilleures conditions. La caravane des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance nationale a dressé ses tréteaux dans l'annexe RPP de Cheikh Moussa, offrant aux résidents une soirée haute en couleurs. Des chants patriotiques ont résonné, entrecoupés de danses traditionnelles qui ont enflammé l'assistance. Des discours inspirants ont retracé les combats menés et les sacrifices consentis, ravivant le sentiment d'appartenance à une nation soudée et souveraine. Notons la présence du ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, ainsi que le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Djilié, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, le maire de Djibouti, des notables, des dizaines de jeunes et des députés ont venu rehausser l'éclat de cette soirée à Cheikh Moussa, qui a été une réussite. Zayad
Bootcamp de Start-up Djibouti organisé par le ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation à travers le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé s'est clôturé hier à Aïla Hotel. Start-up Djibouti, initiative phare de l'écosystème entrepreneurial djiboutien qui vient dans le cadre de ces nouveaux programmes d'incubation et d'accélération. Durant ce dernier jour, le bootcamping s'est tenu hier où les jeunes entrepreneurs qui sont en total 44 groupes ont exposé leurs projets devant des experts, des membres des jurys, parmi eux la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation. Ces derniers ont choisi parmi les 15 projets sur les 44 dossiers présélectionnés par des entretiens individuels où ensuite ils seront accompagnés et aider ces jeunes entrepreneurs. Un événement qui vise donc à soutenir et à encourager les startups locales et à développer leurs idées novatrices et à transformer leurs concepts en entreprises florissantes. En nouvelle du monde, je vous le disais en titre, à Jénine, un Palestinien blessé attaché sur un véhicule blindé de l'armée israélienne. Sur des images prises depuis une maison à Jénine, grande ville du nord de la Cisjordanie, on voit un homme le bras blessé attaché en plein soleil sur le capot d'un véhicule blindé qui grimpe une rue escarpée lors d'une opération de l'armée israélienne. Les autorités militaires israéliennes qui expliquent cette scène choquante par une arrestation ont reconnu que leurs soldats avaient violé les ordres et les procédures opérationnelles standards. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.